Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement Sabrina Lavric pour l'organisation de ce colloque et la remercie ainsi que l'Université de Nouvelle-Calédonie pour leur accueil 5 étoiles. Je la remercie également pour m'avoir permis de relativiser les problèmes de distance et d'espace, puisque le meilleur endroit pour se retrouver finalement entre Le Mans et Nancy, c'est Nouméa. Enfin, je la remercie très sincèrement pour avoir pris le risque de nous confier le soin d'ouvrir cette belle manifestation scientifique en abordant ensemble, mais c'est un défi finalement, les principales atteintes à la probité en l'espace de 30 minutes. C'est mieux comme ça ? Oui. Et donc je vous propose de le faire avec un support visuel, ce qui sera quand même peut-être plus simple. Alors, tout d'abord, comme toute intervention, il convient à mon sens déjà de préciser ce qu'on entend par les principales atteintes à la probité, et on va voir que ce n'est pas si évident que cela. Alors, les atteintes à la probité, ça correspond à une catégorie d'infractions. Cette catégorie d'infractions, c'est ce qu'on appelle un concept-titre, et c'est une section du Code pénal de 1992, lorsqu'il y a eu la réforme du Code pénal. Et ces atteintes à la probité, si je résume, si je donne un autre mot équivalent, mais à connotation négative, ce sont les infractions de corruption, les atteintes à la probité. Et elles sont regroupées ensemble dans une section qui s'intitule « Des manquements au devoir de probité ». Alors, je vous propose pour cette introduction de nous laisser guider et de répondre à 3 questions essentielles. Tout simplement, c'est l'origine de cette section, la localisation dans le code pénal de cette section, je pense que c'est important pour identifier à qui on porte atteinte finalement. Et puis enfin, tout simplement, d'envisager son contenu, ce qui nous permettra peut-être d'arriver à trouver la bonne manière de vous présenter en tout cas ces atteintes à la probité. Alors, justement, concernant l'origine, ce qu'il faut savoir, c'est que les manquements au devoir de probité, je l'ai dit, c'est une création du Code pénal de 92. Alors, vous voyez, c'est une création du Code pénal de 92, mais les infractions de corruption, elles existaient avant 1992. Elles étaient déjà dans le Code de 1810, pour la plupart. Exception faite peut-être du délit de favoritisme qui est arrivé en 91, juste avant la réforme du Code pénal. Et vous voyez que sur le diaporama que je vous ai présenté, je l'ai illustré très simplement. On est passé des infractions qui étaient regroupées dans une catégorie qui s'appelait de la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires au manquement au devoir de probité. Et ce que je vous propose là sur l'origine, c'est très simple, c'est de comprendre comment on a basculé de l'un à l'autre. Comment on est passé de la forfaiture au manquement au devoir de probité. Et très simplement, ça veut dire qu'il faut comprendre les raisons pour lesquelles on a abandonné l'intitulé forfaiture et pourquoi on a choisi celui de probité, ce qui n'est pas neutre de la part du législateur. Alors, tout simplement, pourquoi on a abandonné l'intitulé forfaiture pour les infractions de corruption ? Tout simplement, il faut rappeler que la forfaiture était un mécanisme très décrié, c'était un mécanisme d'aggravation des peines qui était prévu. Et ce mécanisme, justement, prévoyait que tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture. Et on y associait une peine particulière, puisqu'il était indiqué que toute forfaiture par laquelle la loi ne prononce pas de peine plus grave est punie de la dégradation civique. Voilà le mécanisme à l'époque, en 1810. En réalité, le mécanisme de forfaiture faisait l'objet de 3 critiques. 3 critiques très simples que je vais résumer. Dès la naissance en 1810 de la forfaiture, le mécanisme était inutile. Parce que le mécanisme suppose pour s'appliquer qu'il n'y ait pas de peine prévue. Or, notre législateur était quand même moins mauvais qu'à l'époque, c'est que comme il prévoyait une infraction, il prévoyait quand même des peines qui allaient avec en vertu du principe de l'égalité des délits et des peines. Donc le mécanisme était inutile dès l'origine. Deuxième critique, le mécanisme est devenu rapidement obsolète, parce que la plupart des infractions de corruption, on les a correctionnalisées en 1943 sous Vichy. Donc il n'y avait plus de crime. Or, la forfaiture ne fonctionne que pour un crime commis par un fonctionnaire. Enfin, dernière critique, c'est qu'on a découvert le caractère très dangereux du mécanisme de forfaiture concernant un ministre de l'Intérieur, justement après la Première Guerre mondiale, qui s'appelait Malvy, et qu'on avait soupçonné, on va dire, de certaines accointances plutôt avec un pays comme l'Allemagne, et qui avait été poursuivi pour trahison, et puis finalement jugé par le Sénat réuni en haute cour pour manquement au devoir de sa charge. Ce qui s'est passé pour le pauvre, c'est qu'on l'a condamné à la forfaiture, alors qu'on a considéré que c'était une forfaiture, mais plutôt que de le condamner à une peine de dégradation, on l'a condamné à 5 ans de bannissement, justement, en les Outre-mer à l'époque. Donc on a découvert que finalement le mécanisme de forfaiture, il fallait l'abandonner. Alors maintenant, vous allez me dire, pourquoi recourir à la probité ?
Parce que c'est une autre démarche. Comment le législateur est passé de l'un à l'autre? Alors, vous allez me dire, il aurait pu faire quelque chose de très simple, c'est qu'il aurait pu se contenter de barrer le reste du texte en disant on va appeler ça les délits commis par les fonctionnaires. Seulement, ce n'était pas conforme aux vœux du législateur. Le législateur avait dit qu'il fallait justement dépoussiérer et trouver une valeur aussi forte que la forfaiture pour contrebalancer le changement. Donc ça veut dire qu'on aurait pu aussi choisir, vous voyez, un abus de fonction, puisque c'est un chapitre consacré aux abus d'autorité, et les atteintes à la probité sont des abus de fonction en réalité. Mais le législateur avait besoin justement d'une valeur forte. Alors, ce qui va le guider finalement, c'est qu'il a décidé, et c'était les années 80, il y avait une volonté de moraliser la vie publique, parce que justement, il y avait un phénomène de rencontre entre la vie publique et la vie économique. Un mélange des genres qui a donné lieu à certains scandales dans les années 80. Et donc notre législateur avait décidé de moraliser la vie publique. Quoi de mieux qu'un intitulé qui a une tournure déontologique déjà à l'époque, manquement, un devoir qui n'a pas un fondement contractuel, c'est un fondement social ce devoir. Il s'impose à tous les fonctionnaires. Et en même temps, vous voyez, je vous ai cité une expression de Pierre Bérégovoy qui avait porté le projet à l'époque, qui avait dit « J'entends vider l'abcès de la corruption, j'ai demandé au garde des Sceaux de pousser les feux de la justice et du châtiment pour les coupables. » Donc on a le contexte de l'époque qui explique comment on est passé à la probité, tout simplement. Alors, néanmoins, cette volonté de moralisation, je vais très vite, elle s'est heurtée à la réalité économique. C'est que notre législateur, il avait un idéal de probité très élevé, mais très rapidement, il s'est rendu compte qu'il fallait faire preuve de pragmatisme, parce que si je prends les infractions qui ont connu justement des nuances et des exceptions, les prises illégales d'intérêt, il a fallu introduire des prises légales d'intérêt au profit des petites communes, au profit du pantouflage également, parce qu'il fallait être réaliste. Quand vous êtes le maire et le seul commerçant du village, vous n'allez pas empêcher justement cette personne d'avoir son activité économique. Donc il fallait introduire des dérogations, des faits justificatifs. Alors maintenant, où se situent ces atteintes au devoir de probité dans le Code pénal? Alors c'est très intéressant parce qu'on est dans le livre 4, nous sommes dans les atteintes à l'État. Plus précisément, ce sont des atteintes à l'autorité de l'État. Et en réalité, ce sont des atteintes, alors le législateur il a changé, il a dit administration publique, mais qui sont commises par des personnes exerçant une fonction publique. Et c'est là qu'on retrouve notre devoir de probité, nos atteintes à la probité, dans le livre 4. Ce ne sont pas des atteintes aux biens, les atteintes à la probité, ce sont des atteintes à l'État. Et justement, ça nous amène du coup à son contenu. Qu'est-ce qu'on trouve dans les atteintes à la probité? C'est très simple, nous trouvons 6 infractions, 6-7, des infractions plus ou moins anciennes, la concussion, la corruption passive et le trafic d'influence, les prises illégales d'intérêt, les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans la commande publique qu'on appelle de manière plus simple le délit de favoritisme, et puis enfin les infractions de soustraction et détournement de biens et de fonds publics. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme observation rapidement? Là on a déjà des éléments intéressants. Nous sommes en présence uniquement de délits, mais ce sont des délits de fonction, parce qu'il faut que la personne exerce une fonction publique. Et ce n'est pas pour autant une délinquance en col blanc, comme on va le voir. Mais ce sont des délits qui sont sévèrement punis. Alors maintenant, vous allez me dire, quelle atteinte à la probité pourrait-on présenter? Alors, on pourrait choisir différents critères pour voyager ensemble. On pourrait prendre celles qui sont les plus graves, les plus symboliques, celles qui ont les peines les plus sévères. La corruption, le trafic d'influence, et puis le détournement de fonds publics. On pourrait prendre aussi, ce serait plus logique, vous allez me dire, de prendre celles qui sont les plus appliquées, celles qui ont la jurisprudence la plus fournie. Et là, on bascule dans une autre catégorie. Que ce soit en métropole ou justement dans les Outre-mer, c'est les prises illégales d'intérêt et le favoritisme qui sont les plus appliqués. On pourrait prendre également un autre critère, c'est celles qui sont les plus critiquées. Mais vous voyez que ça recoupe un petit peu, on ferait un autre choix. C'est que certaines font l'objet de beaucoup plus de questions prioritaires de constitutionnalité que d'autres. Et là, vous voyez, on a un étrange mélange, on retrouve notre favoritisme, on retrouve notre prise illégale d'intérêt, mais on va rajouter le détournement de fonds publics. Mais vous voyez que certaines atteintes ne suscitent aucune question prioritaire de constitutionnalité. D'une part parce que la jurisprudence est moins fournie, et parce que les textes sont moins sujets à critique. Alors, en réalité, je vais conserver la section que je vous ai présentée, je vais juste, moi, enlever le détournement de fonds par négligence. Parce que pour moi, le détournement de fonds par négligence, c'est un peu la catégorie par défaut. C'est l'infraction balai. C'est quand on n'arrive pas à retenir les autres, généralement, on arrive à requalifier un petit peu en détournement par négligence.
Et on sanctionne moins un manquement au devoir de probité qu'un manquement au devoir de vigilance ou de surveillance. C'est justement le fonctionnaire qui n'a pas surveillé correctement les fonds ou les sommes qui lui étaient confiées. Donc à mon sens, il est à part, et d'ailleurs, ça se voit sur le plan procédural, il n'est pas soumis au même régime ni aux mêmes peines. C'est une infraction très, on va dire, elle est un peu à part, elle n'a pas sa place dans la section finalement. Alors, maintenant, une question qu'on peut se poser, qui nous permet de rentrer un peu plus dans le sujet, c'est est-ce qu'on peut les cumuler? Est-ce qu'on pourrait retenir à l'encontre d'un même individu plusieurs atteintes à la probité? La réponse est oui. La jurisprudence nous fournit énormément d'hypothèses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette jurisprudence, elle concerne surtout la prise illégale d'intérêt et le favoritisme. Bien souvent, c'est une forme d'atteinte à la probité qui marche sur deux jambes, comme on en a parlé tout à l'heure avant le colloque, c'est qu'on les retrouve ensemble. Alors, la jurisprudence est intervenue en disant, de toute façon, on peut les cumuler, on peut déclarer coupable une personne pour ces deux infractions, si les faits sont distincts, mais parce que de toute façon, et là c'est le paradoxe, parce que les intérêts ou la valeur protégée sont différents. Et là, c'est étonnant, parce qu'on se dit, ce sont quand même des manquements au devoir de probité, c'est la même valeur. Mais le législateur nous explique qu'en fait, ce n'est pas tout à fait le même aspect de l'intérêt général qui est protégé. Tout simplement parce que la prise illégale d'intérêt, elle protège l'impartialité de la décision publique, alors que le favoritisme, lui, il vise à garantir la transparence et l'égalité dans la commande publique. Donc il y a une forme de complémentarité, mais on peut les retenir tous les deux. Alors justement, je vous ai pris deux affaires, une un peu plus locale et l'autre un peu plus nationale, vous voyez. Deux affaires où on a retenu prise illégale d'intérêt et favoritisme. La première, c'est le marché de la défiscalisation de la 3G, justement en Nouvelle-Calédonie, vous voyez, où on a bien retenu les deux en expliquant qu'il y a bien une prise illégale d'intérêt fondée sur un lien d'affaires, et puis on a bien une violation de la commande publique, même si on a eu des difficultés à trouver quelle était la fameuse disposition à l'époque où se nichait dans les textes locaux la disposition qui avait été violée, plus exactement. Et puis en même temps, vous voyez, je vous ai cité l'histoire d'un maire qui a décidé de recruter, et c'est vrai que c'est important, la famille, ses enfants comme agents municipaux, et après il a décidé de leur accorder des marchés publics, au fils et à la fille, parce qu'il faisait les choses par égalité, je pense. Et donc, il a attribué des marchés publics à l'un et à l'autre. Et vous voyez qu'on a retenu les deux sans difficulté. En réalité, vous l'avez compris, je ne vais pas sacrifier ces différentes infractions, à l'exception du détournement de fonds publics, mais je vous propose une triple approche assez simple pour synthétiser ces atteintes à la probité. Une approche fonctionnelle, une approche formelle et une approche objective. L'approche fonctionnelle, c'est de nous intéresser aux auteurs. Parce que c'est assez simple, je vous l'ai dit, c'est des personnes exerçant une fonction publique. Mais qui on met dans cette catégorie? Qu'est-ce qu'on entend par personne exerçant une fonction publique et comment on apprécie cette catégorie? Alors voyons tout d'abord la définition. Alors la définition des personnes exerçant une fonction publique, ce qui est intéressant, c'est que notre législateur, il a fait le ménage en 92, parce qu'on avait une liste de 10 expressions qui permettaient de qualifier un fonctionnaire, mais qui n'étaient pas les mêmes. Et il a décidé d'uniformaliser, de rationaliser, et il a dit, je vais utiliser une définition générique à 3 branches. Parce que être fonctionnaire ou exercer une fonction publique, c'est soit être dépositaire de l'autorité publique, soit être chargé d'une mission de service public, soit enfin d'être investi d'un mandat électif public. Et donc, voilà une définition générique, mais je le dis tout de suite, elle connaît des variations selon les infractions concernées, parce qu'il faut l'adapter en fait aux catégories. Alors, définition générique, je le reprends juste au passage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par personne dépositaire de l'autorité publique? C'est la personne qui est titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et les choses, et dont elle est investie par délégation de la puissance publique. Alors, c'est la qualité peut-être la plus proche de ce qu'on appelle d'un fonctionnaire au sens du droit administratif. C'est une qualité qui est suffisamment claire et précise selon le Conseil constitutionnel, selon la Chambre criminelle, excusez-moi. Mais en revanche, c'est une appréciation déjà assez large parce que peu importe le statut, peu importe la nature de l'autorité visée. Donc c'est un fonctionnaire, mais déjà, on sent déjà que le juge pénal met sa patte parce que ça va être une catégorie très large. Alors, quelques illustrations. Qui on trouve dans cette catégorie? Très simplement, les représentants de l'État, on va partir du sommet, le président de la République, les ministres, on trouve de nombreuses affaires avec des ministres, et pour être en Sarthe, j'en connais quelques-uns, du côté de Sablé-sur-Sarthe, où on pourrait citer Madame Lagarde. Donc ça peut s'appliquer à des ministres, des secrétaires d'État, on pense au canal de Panama aussi à l'époque, très très lointain.
Et puis, on peut descendre aux fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires des collectivités territoriales. On pourrait citer quelques arrêts du côté de la Polynésie. Je regarde ma collègue qui en connaît aussi. Et puis, on pourrait citer les officiers ministériels qui rentrent dans cette catégorie puisqu'ils ont des pouvoirs de puissance publique, comme les notaires, par exemple, vous voyez, qui sont les officiers ministériels. Deuxième catégorie, nous trouvons les personnes chargées d'une mission de service public. Alors, qui bénéficient d'une double définition, mais la jurisprudence s'est inspirée de la circulaire. Ce sont des personnes chargées directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, mais peu importe qu'elles ne disposent pas de prérogatives de puissance publique. Alors, cette catégorie est très généreuse, comme on va le voir, parce que je vous ai mis un florilège, et vous voyez que là, on sort typiquement de la fonction publique, puisqu'on peut avoir un employé de la RATP, un directeur du centre de production CEDF, un président d'une université, quelques arrêts du côté de Lyon, un salarié d'une CCI, un secrétaire général d'une fédération sportive, un président départemental de la Croix-Rouge. Alors, vous voyez que là, on a quelque chose, on a un panel très très étendu de ce que peut être une personne chargée d'une mission de service public. Et puis enfin, nous avons la dernière catégorie, les personnes investies d'un mandat électif public. Alors c'est une catégorie qui vise ceux qui justement ont été investis d'un mandat par un scrutin politique. C'est une catégorie qu'on trouvait légitime à l'époque parce qu'on se disait mais que se passe-t-il? Quid des parlementaires qui ne sont pas forcément dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public? Il faut cette catégorie un petit peu pour éviter un vide juridique. C'est comme ça qu'on l'avait conçu, je pense. Et là, on retrouve des élus classiques, vous voyez, les députés européens, les membres du Parlement français, les conseillers régionaux, départementaux, les représentants d'outre-mer, les maires, les adjoints, etc. Et puis, j'ai marqué des élus un peu atypiques, ceux des établissements publics, on n'y pense pas, mais ils font partie de cette catégorie aussi des élus. Donc voilà les différentes illustrations qu'on peut vous donner de ce que sont les personnes investies d'un mandat électif public. Donc la Chambre des métiers, les CCI, etc. Les syndicats mixtes. Le problème, c'est l'appréciation qu'on fait de cette catégorie. Comment apprécie-t-on ces trois catégories? Alors très simple, on a une rupture. Le droit administratif, lui, il nous fait une appréciation statutaire. Le critère, c'est les statuts. Êtes-vous nommé et titularisé? Le juge pénal, il est beaucoup plus pragmatique. Il se dit comment je dois réprimer, donc quelles sont les fonctions exercées concrètement? Qui fait quoi? Et à partir de là, je pourrais dérouler mes qualifications pénales. Et donc c'est une approche fonctionnelle, mais qui du coup est une approche extensive. Et du coup, vous le voyez, je ne suis plus du tout dans la catégorie des fonctionnaires. Des journalistes pigistes de France 3 sont considérés comme des personnes exerçant une fonction publique. Donc, des gens qui ont un contrat précaire sont considérés comme des agents publics pour le juge pénal. On pourrait citer le président de la Croix-Rouge, et là vous voyez qu'on est dans le monde associatif, ou un ingénieur du commissariat à l'énergie atomique. Donc on a des catégories auxquelles on ne pense pas, et qui se retrouvent dans la catégorie des agents publics au sens du code pénal. Vous voyez, alors c'est un critère fonctionnel, mais je vous ai mis deux illustrations avec les journalistes pigistes, mais je vous ai mis, vous voyez, un arrêt du 21 novembre 2001 pour un membre du conseil d'administration du port autonome de Nouméa. Vous voyez, je personnalise mes illustrations. Et donc, on a considéré que pour le considérer comme une personne chargée d'une mission de service public, on a regardé quelles étaient ses fonctions, mais aussi on a regardé quel était le statut du port de Nouméa. C'est-à-dire qu'on a regardé aussi dans quelle entité, dans quel groupement il exerce ses fonctions. Et ça, c'est important. Parce qu'on a vu que du coup, le port de Nouméa est un établissement public à caractère industriel et commercial. Et voilà les missions qu'il remplit. Et lui, en tant que membre du port, voilà ce qu'il fait. Pour la petite histoire, c'était quelqu'un qui du coup était membre du conseil d'administration et qui avait demandé à solder les dettes pour une entreprise dont il était le gérant de fait et l'associé majoritaire, des dettes qui se montaient à 2 900 000 francs dans cette affaire. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'a pas la même interprétation en droit pénal et en droit administratif? Tout simplement parce que c'est l'autonomie du juge pénal. Parce qu'autrement, on ne réprimerait jamais une infraction de corruption. Ça se terminerait toujours avec des non-lieux ou des relaxes. Donc, on est pragmatique, il y a une finalité répressive. Pour appliquer les textes, il faut s'émanciper du sens commun des notions de leur domaine d'origine. Et donc, cette approche fonctionnelle, elle pose quand même deux questions. Alors, à noter évidemment que peu importe l'irrégularité de la situation, vous serez considéré comme un agent public, même si vous avez été élu de manière illégale ou avec des irrégularités, ou nommé sans respecter la procédure. Alors, deux questions. La première, c'est, du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de la catégorie des personnes investies d'un mandat électif public? Parce que, a priori, les trois catégories étaient étanches, mais la jurisprudence, elle les fusionne. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le parlementaire, le sénateur ou le député, on peut le basculer dans les deux premières catégories. Ce qui pousse à s'interroger en se disant, mais est-ce qu'on a besoin de cette dernière catégorie, du coup? Alors, la réponse à cette question, elle est venue dans plusieurs arrêts, vous voyez,
du 27 juin 2018 et du 11 juillet 2018, et je pense qu'elle a été intéressante de l'utiliser dans l'affaire Fillon ensuite, parce qu'on avait typiquement le problème concernant les détournements de fonds publics. Parce que les détournements de fonds publics, l'auteur doit être soit une personne dépositaire, soit une personne chargée d'une mission de service public. Mais on ne trouve plus les personnes investies d'un mandat. Ce qui faisait dire justement aux avocats dans ces affaires, si on n'est pas concerné, c'est qu'on peut le faire. Sauf que le juge pénal, il a eu une autre lecture, il s'est dit, mais est-ce qu'il ne rentre pas dans les deux autres catégories finalement? Et c'est ce qu'on a eu dans ces affaires. Le 11 juillet 2018, c'était un sénateur qui avait il avait accordé un emploi fictif à sa belle-fille, qui était esthéticienne de formation, hautement rémunérée à hauteur de 5 000 euros, et qui a expliqué qu'elle ne faisait pas un emploi fictif puisqu'elle s'occupait de sa garde-robe et de l'accompagner sur les marchés. Sauf qu'on a considéré que, déjà, pour pouvoir appliquer les qualifications, il fallait qu'on puisse rattacher ce sénateur aux deux catégories. Et c'est ce qu'on a fait. On a dit d'ailleurs, le sénateur, il est soit une personne dépositaire, soit une personne chargée d'une mission de service public. Donc il rentre dans les deux catégories. Ce qui fait dire à certains, on pourrait supprimer les personnes investies d'un mandat électif public. On rentre facilement dans les deux premières catégories. Alors, l'autre question qui s'est posée, c'est parce que toutes les catégories que je vous ai présentées, c'était des personnes physiques. Est-ce qu'on pourrait avoir un fonctionnaire qui soit une personne morale? C'est vrai, la question est importante. Est-ce qu'on pourrait retenir un manquement au devoir de probité à l'encontre d'une commune, d'un syndicat mixte, d'une communauté de communes, etc. Alors vous voyez qu'il y a du pour et du contre, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais on a généralisé la responsabilité pénale des personnes morales, donc a priori, ils tombent dans le panier. Mais en même temps, quand on regarde les catégories, c'est toujours des personnes physiques. Vous n'avez jamais rencontré un élu qui est une personne morale. Et d'ailleurs, aucune peine n'est prévue pour les personnes morales en ce sens. Donc la question est intéressante. La réponse a été donnée dans un arrêt du 19 décembre 2018. Ça concernait justement un CIVOM, un syndicat intercommunal à vocation multiple. Ça se passait du côté de la Corse. Et le CIVOM avait trouvé une drôle d'habitude. C'est que le CIVOM, du coup, il a été poursuivi parce que les consommateurs, ça concernait justement la gestion en eau potable. Et sur la gestion en eau potable, les consommateurs se sont réunis en association qui s'appelait Eau Secours, comme l'eau, avec un petit jeu de mots, parce qu'en fait, le CIVOM avait permis à la société de regrouper une surtaxe de 1 € par mètre cube d'eau. Au profit de qui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, il y a eu des poursuites pour concussion et favoritisme. Et là, on a eu une réponse de Normand, parce que la Chambre criminelle nous a dit « c'est bien un établissement public ». Donc on a bien une personne investie d'un mandat électif public. Là, ça, c'est le côté la bonne nouvelle. La douche froide, de l'autre côté, ça a été de dire « ah oui, mais pas de chance. Percevoir des impôts en concussion, c'est une prérogative de puissance publique, ça ne se délègue pas. Et les marchés publics, ça ne se délègue pas non plus. Donc, ils ont la qualité, mais pas la responsabilité. Et donc là, il y a une forme d'impunité, en fait, qui s'est mise en place, en tout cas parce que les textes sont verrouillés à l'article 121.2. Alors maintenant, l'approche formelle, les comportements incriminés de toutes ces infractions, elles présentent deux caractéristiques. C'est que tout résultat est exclu. Aucun résultat dommageable n'est attendu. Ce qu'on sanctionne en soi, c'est un conflit d'intérêts. Et justement, on en a parlé en ouverture de ce colloque. C'est le conflit d'intérêts qui est sanctionné. On exclut de résultats, ce qui fait même douter de l'utilité de la tentative. Parce qu'on a des textes qui prévoient la tentative. Par exemple, il y a la tentative de concussion. Est-ce que vous avez déjà essayé de tenter d'exiger une somme? Soit vous l'exigez, soit vous ne l'exigez pas. Mais vous n'êtes pas entre les deux. Ce serait quoi comme hypothèse? Ce serait quelqu'un qui commence une phrase, il la finit pas, ou il est pris d'un malaise, et donc on lui dit « ah, ça devait être une tentative de concussion ». Ça paraît un peu étrange. Même chose pour le détournement de fonds publics, puisque les biens sont déjà entre les mains du fonctionnaire. Donc on a du mal à voir où sera la tentative. Alors, exclusion du résultat, ça veut dire que, par exemple, le résultat, le profit, le gain, est indifférent. Parce qu'on a souvent l'argument en défense qui disait « je ne me suis pas enrichi ». Je l'ai fait dans l'intérêt de la commune, du parti politique, de la ville, pour les habitants. Mais le gain n'est pas une caractéristique de ces infractions. Il n'y a pas ce résultat à atteindre. Même chose, et ça vaut pour toutes les infractions. Même chose pour le préjudice. Bien souvent, on a des individus qui disent « oui, mais je n'ai pas causé de préjudice à la commune, elle ne s'est pas appauvrie, la commune, ça m'a enrichi. Vous ne pouvez pas me reprocher quelque chose. » Oui, mais peu importe, là aussi. Ce n'est pas parce que c'est une atteinte à l'État qu'il y aurait un préjudice à démontrer. Ce n'est pas comme l'infraction de faux, si je peux prendre un exemple qui comprend un préjudice. Et puis, du coup, ça nous amène plutôt au cœur. L'infraction, c'est une infraction formelle. On sanctionne l'abus de fonction en soi, indépendamment des conséquences et du résultat. On va réprimer le conflit d'intérêts.
Alors, du coup, vous voyez qu'on a une phrase qui est assez intéressante d'un auteur, de Philippe Comte, qui disait « Derrière les atteintes à la probité, c'est le fonctionnaire partisan ou partial qui est réprimé, pas le fonctionnaire vénal. » Bien souvent, il y a toujours un peu de vénalité quand même, on ne fait pas ça par altruisme. Mais il y a toujours de la partialité. Et c'est la partialité qu'on sanctionne. C'est celui qui fausse les règles du jeu. C'est ça qu'on sanctionne. Et évidemment, la loi du 11 octobre 2013, elle est venue définir ce qu'était un conflit d'intérêts, c'est-à-dire l'interférence entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. C'est-à-dire votre dévouement et votre portefeuille, si je résume un peu. Alors, le conflit d'intérêts, maintenant, ça suppose d'identifier c'est quoi les termes en conflit. Je suis encore dans les temps ou... C'est bon, je débute. Non? Mettre du temps? Encore? Je résume. Un intérêt supérieur, un intérêt particulier. Alors, l'intérêt supérieur, ça suppose également que le conflit soit d'une certaine intensité. C'est comme en droit des sociétés avec les conventions entre le dirigeant et la société. On ne sanctionne ou on ne s'intéresse qu'à celles qui sont les plus dangereuses. Il faut une intensité. L'intérêt supérieur, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général va se manifester par différentes valeurs. La transparence des finances publiques, le fonctionnement normal de l'État, l'impartialité des fonctions, la gestion impartiale des intérêts financiers. Il y a toujours une valeur qui est déclinée au nom de l'intérêt général. Maintenant, en quoi consiste l'intérêt particulier? Eh bien, il peut être un intérêt matériel, pécuniaire, ou il peut être un intérêt moral. Justement, des liens d'amitié pour accorder la construction d'un écoquartier. C'était une mère qui avait un partenaire de golf. Eh bien, on lui a reproché son partenaire de golf. Méfiez-vous de vos amis. Et on l'a sanctionné pour prise illégale d'intérêt. Un lien d'amitié, un lien d'affaires, un lien politique. En revanche, le seul fait d'appartenir à la même famille politique, ce n'est pas répréhensible. Parce que ça s'est posé comme question. Ce n'est pas parce que vous appartenez au même parti politique qu'on va vous reprocher justement un conflit d'intérêt ou un lien d'intérêt. Ça ne suffit pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a enlevé l'expression intérêt quelconque pour la prise illégale d'intérêt. Les sénateurs étaient évidemment à la manœuvre parce qu'ils y tenaient depuis des années, mais on a retenu l'expression d'un intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité. Je le dis tout de suite, sur le fond, ça ne va rien changer. C'est juste qu'à mon avis, le juge pénal va plus motiver ses décisions et il n'y aura pas d'effet plus doux ou plus sévère sur ce point. Alors, une question s'est posée. Et notamment pour la prise illégale d'intérêt, on voit souvent des élus dire « Oui, mais mon intérêt convergeait avec celui de la collectivité. » Vous voyez, ça s'est retrouvé dans plusieurs arrêts comme ça, où on dit « C'est vrai, je suis intervenu dans une affaire que je devais surveiller, mais je l'ai fait pour l'intérêt général quand même. » C'est-à-dire que dans l'arrêt du 19 mars 2008, c'est un maire qui accepte par délibération de céder un bout de parcelle de la propriété pour des travaux, mais le reliquat des parcelles sont attribués à une société qui lui reverse. Et il dit, mais dans les deux cas, je ne vois pas le problème. La commune a cédé les parcelles et moi, j'agrandis ma propriété. Sauf qu'il y a bien une convergence d'intérêts qui est tout autant punissable. La convergence est aussi condamnable que, justement, le conflit. Alors l'approche objective, je vais être très simple. Il y a un élément moral, mais il est quasiment en mort clinique dans les infractions d'affaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à pousser longtemps, alors je vais le dire très simplement, ce sont des infractions intentionnelles, il faut un dol général. Il n'y a jamais de dol spécial qui est exigé pour ces infractions. Le dol général suffit. C'est-à-dire la seule conscience de violer la loi pénale suffit pour ces infractions. Mais justement, pour ces infractions, c'est la démonstration. Comment prouver la mauvaise foi? Et je terminerai là-dessus très simplement. Il y a deux méthodes employées par le juge pénal. Soit on déduit l'intention de l'élément matériel, c'est la preuve par déduction, et c'est logique. On a un élément qui est dématérialisé, psychique, on va le concrétiser dans le comportement adopté. Et puis enfin, ce qu'on applique et qui est redoutable pour tous ces fonctionnaires, c'est qu'on va apporter la preuve par présomption. On va regarder qui est l'auteur, et de là, on va prendre en compte son expérience et ses connaissances. Et évidemment, à partir de là, à part l'erreur de droit, ou invoquer le trouble mental, ça va être compliqué pour un élu d'expliquer qu'il, je cite, selon les arrêts, qu'il était de bonne foi, qu'il ignorait. Donc vous avez une présomption de connaissance ou d'ignorance interdite en droit pénal. Et puis vous avez quand même quelques arrêts, vous en avez un qui a quand même dit, après 18 ans en tant qu'élu, il revendiquait son incompétence. Alors, avouons que c'est difficilement plaidable devant le tribunal
sauf pour un prévenu ayant un goût immodéré pour la flagellation et l'autoflagellation. Pour les autres, vous l'avez compris, la condamnation sera inévitable. Je vous remercie. Merci beaucoup.